Bienvenue sur le Cercle des Affranchis, nouvelle vidéo sur un sujet très simple, comment réussir ses études avec l'IA, que tu sois en licence ou en master d'économie, de mathématiques, de management du sport, en STAPS, ce que tu veux. Et concrètement, dans cette vidéo, on va te donner les clés, les méthodes et les outils pour que tu puisses bien appréhender l'IA afin de réussir tes études et aller au bout de ton diplôme. L'IA, c'est indispensable en 2025. Si vous ne l'utilisez pas, vous serez en retard. Certains vont dire malheureusement, il y a l'IA maintenant, c'est vrai. Mais heureusement aussi, elle est là. Donc on va vous donner, voilà, comme tu as dit, toutes les clés. Et ne passez pas à côté de ça parce que les étudiants qui vont utiliser l'IA seront toujours devant vous. Maintenant, ça c'est une vérité, il faut que ça rentre dans vos têtes, mais surtout comment bien l'utiliser et lesquelles, méthode de travail, on parle de tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, liker, partager, commenter, abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup à regarder nos contenus sur nos réseaux respectifs et pas être abonné sur YouTube. Donc suivez-nous, ici on a des contenus plus longs, plus formateurs aussi. Donc c'est parti, les meilleurs IA pour réussir ses études. Alors, le top 1, on le sait tous, ChatGPT. Pourquoi ChatGPT? Parce que ça va être ton assistant personnel qui va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi. Donc tu vas pouvoir le configurer à ta manière pour savoir quelles sont tes études, tes méthodes de travail, comment tu veux qu'il te réponde et tu vas pouvoir créer des assistants IA. Des GPT en fait, que tu pourras directement configurer avec les fichiers des diaporamas de tes cours, des notes du prof, de tes propres notes. Et pour que tu puisses voir en détail à quoi ça ressemble, je te renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne à immersion, juste en haut à droite, qui te permet en fait de comprendre l'intérêt des agents IA. Donc là, on va pas s'éparpiller sur le sujet dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais concrètement, ChatGPT pour t'organiser tes révisions, mener des projets, enfin bref, tu peux faire toutes sortes de choses avec lui. Je rajouterai sur les agents IA, beaucoup d'étudiants utilisent ChatGPT en envoyant des questions, des cours ou de rédige-moi ça, c'est de la merde. Arrêtez de faire ça parce qu'en fait les profs maintenant le voient. Il y en a, ils laissent presque encore des fois les emojis parce que ChatGPT a une manière de rédiger particulière. Créez-vous des fichiers personnalisés, on mettra tes vidéos qui expliquent comment le faire. Ça vous fera gagner un gain de temps monstre parce que vous pourrez déjà entraîner l'IA à une manière de rédiger, donc une manière académique par exemple, avec des cours, donc avec vos cours précisément pour qu'elle pioche dans vos cours. Maintenant aussi, poser aussi des bons prompts pour qu'elle vous sorte les liens de là où elle a pioché les informations. Les sources. Exactement. Les sources. Et je mettrai un prompt, ça je le rajouterai en vidéo, qui a été fait par l'université de Stanford. En fait, c'est un prompt qui permet de creuser, en gros, c'est avec une loi de probabilité. Parce que l'IA, en fait, malheureusement, des fois, elle est un peu bête, elle va sortir les trucs le plus rapidement, le plus simplement possible. Et en fait, c'était une prompt qui dit de sortir les 10% de probabilité des réponses qui sont les plus difficiles à avoir pour que l'IA creuse au fond d'elle-même les réponses les plus créatives et les mieux fournies au final. C'est un prompt qui permet en fait de matrixer l'IA en quelque sorte pour qu'avec une autre probabilité, elle aille chercher dans les au fond d'elle-même, dans le code. Donc il y a plein de trucs comme ça qui vont permettre de vous différencier et surtout après de mettre en forme quand vous utilisez l'IA, c'est super important, surtout avec ChatGPT. Et d'ailleurs, là, on a parlé un peu de l'aspect global, mais concrètement, que ce soit dans mon expérience ou celle de Bertrand, là, dans les 5 prochaines minutes, on va vous expliquer concrètement comment l'utiliser. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, alors quand vous faites de l'économie ou de la finance, c'est vrai que vous aurez beaucoup besoin de codes, soit des codes sur Excel, des codes aussi sur RStudio et même sur du Python, ce genre de choses, ça peut marcher. Et encore une fois, ce qui va nécessiter quand vous utilisez l'IA, vous envoyez votre énoncé. Vous envoyez le cours en amont s'il y a du cours, vous envoyez votre question, vous dites, voilà, vous faites un vocal clairement, et le vocal, vous dites tout ce que vous avez qui vous passe par la tête pour que ça rédige au mieux, et après, rédige-moi un prompt avec mon vocal, pour que l'IA soit encore un peu plus performante, qu'elle va rédiger elle-même un prompt, qui va l'utiliser au maximum, et surtout, allez-y étape par étape. Envoyer un gros bloc de questions et qu'elle répond tout d'un coup, ça marche pas. À un moment donné, elle n'est pas performante à ce point. Donc, faites étape par étape, question par question, point par point. C'est très important. Et vous pouvez en plus enregistrer votre fichier là. Et juste avant de faire ça, est-ce que tu aurais une autre IA aussi, peut-être pour les étudiants avant qu'on continue sur ChatGPT? Oui. Alors, j'ai 3 outils principaux dans lesquels vraiment ils m'ont servi pour mes études. C'est ChatGPT, Napkin. Napkin, c'est une IA pour créer des schémas visuels. Ok. Et franchement, les schémas, ils sont ultra professionnels. En fait, tu copie-colles un bout de phrase, un bout de ton texte avec des chiffres, ou même pas que des chiffres, et l'IA va directement te générer des camemberts, des graphiques, des choses comme ça, mais de manière très visuelle. Et après, tu as Canva. Alors, c'est pas un outil IA proprement parlé, c'est un outil de design et ainsi de suite, mais il y a de l'IA qui est intégré dedans, avec de la retouche photo, de la génération d'images et ainsi de suite. Et en fait, quand tu combines ces 3 IA, enfin ces 3 outils,
tu peux faire des choses absolument extraordinaires. Et je reviens sur ce que tu disais, du coup, on va se réaxer sur ChatGPT. Séquencer ses prompts, c'est très important. Par exemple, j'ai écrit mon mémoire à 80% grâce à ChatGPT, mon mémoire de fin de Master 2, avec ma soutenance que j'ai eue par la suite face à un jury. Et tu as beaucoup d'étudiants qui utilisent ChatGPT pour leur mémoire, donc dans mon cas, qui vont simplement lui donner la problématique et lui dire « Vas-y, fais-moi toutes les recherches nécessaires pour répondre à la problématique du mémoire, fais-moi un plan, ainsi de suite. » Et en fait, ils vont lui parler 2-3 fois ChatGPT et ils vont se dire « Ok, vas-y, parfait, il m'a tout dit, je vais copier-coller les paragraphes, copier-coller les sources, mais c'est pas ça du tout. Il ne faut absolument pas faire ça. Il faut que tu crées tout d'abord un assistant IA, donc un GPT. Encore une fois, je te renvoie vers ma vidéo. Et concrètement, à partir de là, comme l'a très bien dit Bertrand, donc tu vas séquencer tes prompts. Une fois que tu l'as formé à tes fichiers et ainsi de suite, tu vas séquencer tes prompts et tu vas lui dire « Ok, alors j'ai ce plan. Aide-moi à le retravailler. Ok, maintenant on a validé ce plan. » Partie par partie, on commence par l'introduction. Aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Cette phrase, je n'aime pas cette tournure. Est-ce que tu peux plus l'orienter dans ce style-là? Et en fait, tu vas avancer étape par étape. Pareil pour la recherche d'informations. Parce que dans un mémoire, c'est important de sourcer et ainsi de suite. Et il y a plusieurs fonctionnalités, Deep Search, l'agent GPT et ainsi de suite. Et en fait, ils vont carrément faire ton travail de recherche à ta place. Mais une fois que la recherche est effectuée, que tu lui as donné le bon prompt et ainsi de suite, il faut vérifier les informations. Ce qui veut dire que par exemple, ChatGPT m'avait fourni beaucoup d'informations, moi, pour mon mémoire, mais j'ai cliqué sur chacun des liens pour savoir si ce qu'il racontait, c'était vrai, est-ce que c'était sorti de son contexte, est-ce que l'information, elle était à jour, elle datait pas de 2010, par exemple. C'était un gros travail pour ma bibliographie, dis-toi, j'ai passé 2 jours à la faire, parce que c'est le plus important dans un mémoire. D'où en fait tu sources tes propos, c'est le plus important. Et voilà, j'ai passé 2 jours rien que sur la bibliographie. Donc ChatGPT m'a permis d'économiser du temps pour le travail de recherche, mais la vérification, l'harmonisation et ainsi de suite, c'est à moi que revient le travail justement, et pas à l'IA de tout faire. Donc tu dois travailler intelligemment avec elle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à... C'est exactement ça. En fait, si vous faites ça en mode fais-moi ça, hop, je regarde pas, vous n'allez rien apprendre aussi. Le but, c'est d'apprendre. Et moi, ce que je conseillerais toujours, c'est par exemple, des fois aussi, moi, j'utilise beaucoup pour rédiger, enfin, pour me résumer des articles que je lis en économie ou en finance, ou résumer des concepts clés. Le concept, je vous conseillerais toujours, moi, de lire la leçon avant, lire l'article en totalité. Si c'est en anglais aussi, en plus, par exemple, le lire en totalité. Et ensuite, vous demandez qu'il vous le résume. Et là, ça vous fait une flashcard et vous apprenez encore d'autant plus les concepts. Donc, c'est vraiment un outil qui est génial pour des résumés des concepts. Mais le concept, il sera toujours mieux d'aller à la source même. Donc, lire le lien, s'en inspirer pour voir déjà s'il n'y a pas d'erreur. Des fois, elle fait l'erreur quand tu as fait du reporting d'informations. Elle peut faire des petites erreurs. Donc, c'est important d'être sûr de ce que vous faites. Et je viendrai aussi sur une IA. Tu as cité aussi Napkin que je ne connaissais pas. Donc, on mettra des petits extraits. Et là, moi, il y a une nouvelle IA pour ceux qui font de l'Excel qui s'appelle Crushed en anglais. Donc, c'est une startup qui est à Y Combinator. Et là, pour le coup, moi, c'est ce qui manquait avec ChatGPT, l'Excel. Alors, il est très bon pour sortir des formules, mais ce qui était dommage, c'est qu'il ne pouvait pas directement lui. Il n'était pas intégré dans Excel. Il n'était pas intégré, donc il ne pouvait pas interagir dans l'Excel. Il crée des fois des fichiers Excel, mais avec des données, mais sans les formules dedans. Ou sinon, tu prenais en screen ton Excel. Donc, si vous faites ça, prenez bien le screen, mais avec les colonnes, avec A, B, C, D, et les chiffres. Pour qu'il voie, là, il vous dit dans la cellule C12, mettez ça. Sinon, en fait, il ne sait pas vraiment. Vraiment, si vous faites sur Excel comme ça, screenez bien la totalité. Il faut contextualiser, que ce soit par des images, par du texte, peu importe. Qu'il voit bien, c'est ça. Mais voilà, contextualiser. Si vous prenez une photo, mais qu'il ne voit pas les colonnes, il ne saura pas vous dire dans quelle suite parfaitement le mettre. Mais bon, passons. Mais du coup, l'IA n'était pas intégrée dans l'Excel. Et là, avec cette IA, avec cet outil qui vient de sortir, c'est une extension qui va être amenée à Excel et qui va vous permettre de l'automatiser totalement et surtout de voir les erreurs. Et c'est un truc assez incroyable qui vient de sortir. Je ne l'ai pas encore testé, je ne vais pas vous mentir, si ça vient de sortir il y a même pas une semaine. Donc je vais peut-être faire une vidéo si c'est vraiment assez incroyable. Mais voilà, donc là il y a des outils dans quasiment tous les domaines. Dans la productivité, on a vu, pour faire des schémas mentaux, pour la rédaction texte, ChatGPT, c'est assez top. Et un autre outil que je mettrai pour séquencer son emploi du temps, si on parle d'optimisation, mine de rien, c'est Outlook, c'est basique, hein, c'est pas une IA là. De mon côté, je ne l'ai pas utilisé, mais... Jamais, ok. Juste pour mes emails en fait. Ok, pour les emails, mais moi j'utilisais énormément pour me faire, vous pouvez faire votre calendrier, vous mettez tous vos cours, et moi j'étais un peu sur ça assez rigide, et j'aimais bien me faire, voilà, là j'ai cours de telle heure à telle heure, telle heure à telle heure, je rentre chez moi, j'ai la salle de sport de 18h30 à 20h, et le soir je sais que de 21h30 à 23h30, j'ai ça quand même révision. Et ça vous permet de vous faire une feuille mentale de la semaine, vous la faites le dimanche soir, ce qui vous permet en fait de respecter votre emploi du temps et de ne pas procrastiner. Voilà, ça évite la procrastination.
Peut-être que vous n'allez pas respecter tout ce que vous êtes marqué de faire, mais au moins ça vous fait un guide, une feuille mentale, et moi ça m'a énormément aidé à gagner en productivité. Ouais. C'est intéressant parce que moi j'ai une autre méthode en fait, j'ai pas d'emploi du temps, enfin j'avais pas d'emploi du temps pour réviser. Je me disais ce jour-là je vais réviser cette matière, mais j'avais pas trop d'emploi du temps. Mais pourquoi j'en avais pas? J'utilise la méthode du bourrage de crâne. Ok. C'est on va dire 1 semaine à 2 semaines avant mes examens, je vais me bourrer le crâne de tous mes cours, je vais tout relire, je vais réécrire, parce que moi, j'aime bien en fait lire et ensuite réécrire pour apprendre par cœur, tu vois, et comprendre aussi ce que j'ai réécrit. Et en fait, si je travaille pas 9 heures par jour, voire plus pour réviser, en fait, pour moi, c'est un échec. De ce côté-là, j'ai pas besoin d'emploi du temps parce que je sais que je vais faire mon quota d'heures. Tu vois, donc ça, c'est en fonction des gens. Par exemple, je révisais jusqu'à 2 à 3 heures du matin. C'est vrai, je me rappelle. Avant, il ment pas, hein. Je suis vraiment témoin. Avant la veille des examens. Donc, pas tout le monde fait ça. C'est un rythme assez particulier. Mais c'est ce qui me correspondait, j'étais assez fatigué, mais voilà, pendant 2 semaines, je bossais comme un malade. Une fois les examens passés, c'était tout bon, je jetais une bonne partie de ce que j'avais dans la tête à la poubelle parce que c'était de la mémoire à court terme. Mais voilà, les bases, les fondamentaux, c'est resté dans mon esprit. Voilà, bon, ça après, pas tout le monde a la même méthode de révision. Moi, j'aimais bien être plus ou moins discipliné tout au long de la semaine, mais pas avoir du coup comme toi, 2 semaines intensives à me coucher à pas d'heure. Ça, c'est à vous de le voir, et c'est pour ça que moi, Outlook, pour faire son emploi du temps, essayer de le respecter un maximum. C'était un super complément en outil que je pense que beaucoup d'étudiants devraient utiliser. Et pour la rédaction, toi, tu utilisais quoi tu rédigeais sur quoi tes cours, ce genre de choses? Alors moi c'était Word, ouais, très bonne question. Moi c'était Word. J'aimais beaucoup parce qu'en fait je mettais mon titre, mes sous-titres. Parfois si j'en avais besoin, je mettais la table des matières. Ce qui fait que je pouvais pour chaque page en fait cliquer sur le titre et me retrouver sur le contenu du cours. Donc Word c'était très intéressant. Moi je prenais tout sur OneNote, tu vois. Ouais, tu m'avais dit. Parce que OneNote, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez comme un classeur avec les chapitres, les cours, et c'était tout dans le même outil. Alors que Word, ce qui est cool, c'est que vous pouvez envoyer les documents, vous pouvez les imprimer sur deux choses, mais après c'était tout le temps des fichiers que tu devais ouvrir différemment, et il y en avait trop, et je voulais un outil qui centralisait tout, et OneNote pour moi c'était la super alternative. OneNote en plus pour l'interface utilisateur, tu peux tout mettre où tu veux en fait, alors que Word c'est rigide. C'est en fait pour la rédaction de texte, mais pareil pour la création de diaporamas, parce que à la fac tu auras beaucoup de présentations orales aussi. À part si peut-être tu fais des études en maths ou je sais pas, mais en tout cas, dans la plupart du temps, tu auras des présentations orales. Donc toi, Bertrand, qu'est-ce que tu utilisais? PowerPoint, Canva? C'est vrai que moi, c'était Canva quand même. Beaucoup Canva. Maintenant que je suis en finance, dans le premier année de mon master, ils utilisent beaucoup PowerPoint. Parce qu'en fait, dans les entreprises, donc à la banque, c'est encore resté très rigide et c'est tout sur PowerPoint. Ils n'utilisent pas Canva, et je me suis mis cette année vraiment à balle sur PowerPoint. C'est vrai que PowerPoint, si après on l'utilise bien, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Oui. Mais Canva, c'est vrai que c'est tellement une facilité, c'est différent. Mais l'écosystème financier fait que je dois utiliser PowerPoint. Au début, je m'étais mis sur PowerPoint. J'avais fait tous mes diapos en L2 et début d'L3. Et clairement, quand je passais sur Canva, au début, c'était très compliqué. Mais après, une fois que tu as les réflexes, c'est le jour et la nuit. Donc, je vous mets un petit visuel de mes premiers PowerPoint avec les derniers pour mon oral de master. Sur Canva, ça n'a clairement rien à voir. Après, il faut bien l'utiliser et il faut que tu expérimentes l'outil. Il n'y a pas de secret. De toute façon, dans vos études, vous allez devoir utiliser, maintenant l'IA, comme on a pu le voir, mais il y a tout un tas d'outils, que ce soit sur la rédaction de texte, sur gérer votre emploi du temps. J'avais des potes en prépa, ils utilisaient une application, je crois que ça s'appelait Flashcard, et en fait, ce qui permet de réviser parfaitement, parce qu'en fait, comment fonctionne la mémoire, vous apprenez des concepts, vous laissez pendant 2-3 jours sans voir ce concept-là, et au bout de 2-3 jours, vous le revoyez. Ouais. Et c'était en fait une application où vous mettez tous vos cours dedans, et cette application va vous générer des flashcards avec des questions. Et vous ouvrez le matin, et il y a une flashcard qui apparaît avec une question d'un concept, et vous devez savoir la redire, et derrière vous avez la réponse. Et ce qui permet de cette fois-ci, ça vous réactive la mémoire, et surtout moi, pour les révisions, c'est la réactivation de mémoire. Ça a été prouvé scientifiquement. Quand vous apprenez un concept, vous l'apprenez, vous laissez quelques temps, et après vous réactivez votre mémoire, et c'est comme ça que vous allez vraiment l'implémenter sur du long terme. C'est la courbe de l'oubli en fait. Et ça montre qu'au bout d'un certain temps, malheureusement, tu oublies la chose. Donc si tu fais ces pics de rappel tous les 3 jours ou toutes les semaines, au bout d'un moment, l'information reste gravée à vie. Totalement, ouais, c'est ça. Et ça, je pense, c'est un peu l'un des plus gros challenges sur du long terme. Mais bon, on peut pas tout apprendre.
Exactement. Mais si je pouvais rajouter un seul outil en complément de Canva pour tout ce qui est ressources, bon, Canva en regorge, hein, que ce soit les images, les vidéos, les icônes et ainsi de suite. Mais Freepik, l'abonnement à 8 € par mois vous permet d'accéder à beaucoup de ressources et des crédits pour accéder à des outils IA, que ce soit de la génération d'images, de la génération de vidéos. Et tout ça, en fait, ça peut vous permettre de vous créer votre propre écosystème parce que mon écosystème, c'est pas le même que celui de Bertrand. Par rapport aux outils IA, au calendrier Outlook ou autre. Et en fait, voilà, chacun a sa manière de travailler, mais encore faut-il la trouver. Et pour la trouver, en fait, il faut expérimenter des choses, comprendre notre mémoire. Est-ce que j'ai une mémoire visuelle ou auditive? Donc tout ça, il faut le savoir, il faut apprendre à se connaître, c'est important. Et une fois que tu as appris à te connaître, ben, c'est à partir de là que tu vas mettre des systèmes en place pour réviser de la manière la plus efficace possible, selon toi. Et je finirai par dire, il y a plein de méthodes qui étaient à la mode, de révision, la méthode Pomodoro aussi, à un moment donné. Ouais. Il y a plein de méthodes de productivité. Bon, essayez-les. Peut-être ça peut convenir. Deep work aussi, c'était à la mode, le deep Bah, work. deep work, c'est le fait de se focus pendant. Ouais. Ça, alors pour le coup, ça, deep work, c'est vrai que ça marche très bien. Par contre, il faut avoir aucune distraction. Ouais. Vous posez votre téléphone, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit autour, pas d'écouteurs, pas de musique, ça faut arrêter de bosser avec la musique aussi. Vous mettez devant votre ordi ou devant votre téléphone à faire des exercices pendant 3 heures d'affilée. Mais après ça, tu vois, la musique, je connais des gens, ils arrivent à bosser avec Ouais, la musique, c'est hallucinant. Ouais, je comprends C'est pas. Alors, hallucinant. peut-être vous, ça fonctionne. Moi, Ouais, je sais que c'est ouais, pas possible. chacun sa mais, méthode, mais Deep work, pour moi, c'est une des meilleures méthodes de travail. ouais, Tu c'est vrai pas que plus de 3 heures d'affilée, parce qu'après votre cerveau il peut plus, mais vous vraiment vous enlevez votre téléphone mode avion, ou vraiment même vous dans une autre pièce, Ouais. et focus, et pour moi en termes de révision, c'est le plus efficace. C'est vrai que j'utilisais le deep work sans même le savoir. Parce que, par exemple, je me focus pendant 50 minutes pour apprendre quelque chose. Je prends 10-15 minutes pour aller boire de l'eau, manger un truc, ou même regarder une vidéo. Enfin bref, donc me détendre en fait. Voilà, donc c'est efficace. Ton cerveau respire pour ensuite replonger dans les révisions et pour tout casser. Complètement pendant un temps, et n'hésitez pas aussi même à... C'est con, mais à vous parler à vous-même. Quand vous révisez des choses, vous refaites le cours. Et surtout, à la fin, moi, je finirai sur le dernier conseil que je fais vraiment, ça m'a énormément aidé. Votre leçon, vous l'envoyez à ChatGPT et vous lui dites qu'il vous sorte plein de questions sous forme de flashcard. Ouais. Et que vous mettez à la fin de votre leçon. Et quand vous relisez votre leçon, vous allez directement aux questions. Une question sur un concept. Et vous essayez à voix haute de définir ce concept ou de l'écrire. Et vous pêchez après dans votre leçon si c'est plutôt bon. C'est vrai que la meilleure manière de vérifier si tu as compris un concept, c'est de répondre aux questions qu'on te pose en fait. Ouais. Tu vois, donc ChatGPT, clairement, il peut te permettre de renforcer tes connaissances sur un sujet. Ouais, complètement. Sur plusieurs volets. Voilà, renforcer les compétences, complémenter si la leçon du cours n'est pas assez explicite pour vous. Ouais. Et surtout, ça, ce qui va changer, hein, c'est pour les exercices. Par exemple, nous, de maths à l'époque, je me rappelle, on allait sur les forums quand on avait les TD pour essayer de trouver les réponses, aider. C'était compliqué. Yvan, le prof de maths, tu t'en rappelles ou pas? Oui, Yvan. Le youtubeur. Excellent. Avec les lunettes. Ouais, excellent. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me rappelle, moi, en lycée ou autre, putain, quand on avait des TD, on essayait de chercher des fois sur des forums les réponses. Je m'en rappelle. Et c'était compliqué. Là, avec ChatGPT, vous pouvez vous faire des questionnaires, des questions illimitées avec les réponses, les détails des calculs. Pratiquer. En fait, il faut pratiquer. Hein. Pour la L1 et la L2, il y a beaucoup de QCM à la fac. Je sais pas si toi, c'était ton cas aussi. Moins de QCM, moi. Moins de QCM, mais moi, beaucoup en STAPS. Et en fait, avant, je créais mes questions manuellement en fonction du cours. Ben là, tu donnes ton cours à ChatGPT et tu donnes un examen de l'an passé de cette matière et tu lui dis inspire-toi-en et crée-moi d'autres questions. Et ChatGPT va te créer les questions en 2 minutes. Alors que moi, ça me prenait 2-3 heures à aller faire les questions. Ouais, de ouf. Pareil pour les questions de droit. Le prof nous donnait 40 questions. Sur les 40, il y en a 5 qui tombaient. Et ben finalement, je devais passer 1 semaine à répondre à toutes ces questions pour m'entraîner. Là, ChatGPT, je lui donne le cours, les questions. Merci, au revoir, c'est plié. Ouais, complètement. Donc ça n'a plus rien à voir avec il y a 3 ou 4 ans. Ça n'a plus rien à voir. Ça fait gagner du temps et si vous révisez après bien comme ça, c'est assez incroyable. En espérant vous avoir donné toutes les clés de compréhension, les bons outils et les bonnes méthodes, encore une fois adaptées à vos besoins pour réussir vos études, quel que soit le domaine. Ouais. Donc si tu as quelque chose à rajouter... Non, c'est tout complet. On mettra en description encore une fois plein d'autres outils peut-être qu'on a oubliés qui peuvent être utiles. N'hésitez pas à piocher dedans, à les tester. Peut-être qu'ils ne conviennent pas à tout le monde, mais c'est à vous à tester et voir ce qui vous rend le plus efficace. Dites-vous que l'IA, comme tu dis si bien, vous êtes l'artiste. L'IA c'est le pinceau. Exactement. Et le but c'est d'avoir le meilleur pinceau à disposition pour faire les meilleurs dessins. Ouais. Donc magnifique. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous encore une fois parce que vous n'êtes pas tous abonnés. Et dites-nous quelle étude vous faites, qu'est-ce que vous utilisez comme outil, ce serait intéressant de savoir voilà ce que vous utilisez, peut-être qu'on n'a pas cité. Et on n'a plus qu'une seule chose à vous dire. À la prochaine. Pour la prochaine. Ciao tout le monde.